Gouvernance politique, performance économique, bien-être social en 2020 et perspective 2021, ce sont là des concepts universellement reconnus, mais qui jusqu'alors résonnent encore fatalement dans les oreilles des bon nombre de Congolais. Messieurs et dames, vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. On ne va pas déroger à la règle, découvrons sans plus tarder l'invité du jour. C'est Eche Omu. Alexandre Choué Mokime. Alexandre Choué est enseignant-chercheur, auteur de plusieurs publications scientifiques et chef de travaux à la Faculté d'administration des affaires et sciences économiques, département de sciences économiques à l'Université protestante du Congo. Alexandre Choué a été consultant senior dans plusieurs ministères en RDC et conseiller au Collège économie et finances à la primature. Alexandre Choué, consultant macroéconomiste dans plusieurs fonds et organismes internationaux. Monsieur Alex Choué, bienvenue pour la toute première fois dans Enjeu. Merci. Nous en sommes honorés. On ne fera pas l'émission en restant debout. On s'installe confortablement. Merci. Encore une fois, bienvenue. Comment vous allez? Merci, c'est un plaisir. Alors, j'aimerais qu'on plante les décors, d'entrée de jeu d'ailleurs. Y a-t-il une incidence de la gouvernance politique sur les performances économiques? Effectivement, la marche de l'économie dépend de plusieurs paramètres. Il y a certaines actions qui sont du ressort de l'État en tant qu'agent économique et un agent de grand rôle. Et si donc la conduite de l'action gouvernementale pose problème, si les choix opérés par le gouvernement ne sont pas conséquents et responsables, il va de soi que cela aura une incidence négative sur le fonctionnement de l'économie. Et donc aussi par là aussi établir que la qualité des politiques mises en œuvre par le gouvernement détermine aussi les performances d'une économie. La littérature ainsi que les expériences vécues ici et là ont montré que dans une situation de bonne gouvernance, on est jamais appelé à avoir des bons résultats sur le plan économique. Et lorsqu'il y a mauvaise gouvernance, lorsque les institutions ne fonctionnent pas correctement, les résultats économiques ne sont pas de grande qualité. La qualité des politiques, vous l'avez dit, mais y a-t-il une qualité des politiques la mieux adaptée aux performances économiques? Non, en fait, tout dépend de la façon dont vous organisez l'État et comment est-ce que la machine de l'État fonctionne. Il faut savoir que le gouvernement est le centre d'impulsion dans la marche de la nation. Et si le gouvernement n'est pas structuré ou composé et organisé de manière efficiente, il est plus qu'évident que les choix opérés par le gouvernement ne pourront pas impacter positivement sur le fonctionnement de l'économie. Et donc c'est un élément qui va jouer négativement. Donc par là, il faut faire comprendre qu'il faut qu'il y ait une bonne architecture institutionnelle. Il faudrait que les acteurs qui animent les institutions comprennent les défis et soient capables de pouvoir, avec toute la volonté du monde, apporter des réponses idoines aux problèmes en présence et agir avec des moyens conséquents pour y parvenir. C'est à ce niveau-là que l'économie pourra suivre. Parce que, comme on le dit, l'investissement n'aime pas le bruit des bottes. Alors si vous ne créez pas... L'investisseur est un animal peureux. Oui, si l'environnement n'est pas sécurisé, il est plus qu'évident que l'investissement ne viendra pas. Pas d'investissement, pas de production. Pas de production, pas de croissance et donc un niveau de bien-être faible. Donc la qualité des politiques publiques détermine la qualité des résultats économiques. Il faudrait donc qu'on puisse savoir cela et qu'on puisse s'activer à pouvoir offrir au pays justement des meilleures perspectives à travers une gouvernance responsable. L'émission d'aujourd'hui est vraiment pédagogique. Qu'attend-on par performance économique? Nous disons qu'une économie est performante lorsque d'une année à une autre, la richesse qui est créée par celle-ci augmente et lorsque celle-ci profite également à l'ensemble de la population. Et ça pour dire que le gouvernement devrait donc prendre ou adopter une étude qui serait de créer des mécanismes favorables à l'investissement, à la création des richesses, de la valeur ajoutée. Et une fois que cette richesse est créée, qu'elle soit également répartie de manière équitable entre les différents acteurs au sein de la collectivité. C'est ça ce qu'on attend, c'est ça la performance qu'on attend. Et l'économie doit être au service de l'homme. On ne peut pas se faire prévaloir d'une performance économique alors que la population n'en ressent pas les effets. Croissance économique, oui, mais il faudrait que les revenus augmentent. Il faudrait que le revenu réel augmente. Il faudrait que l'accès à la consommation soit facile. Il faudrait que les gens aient accès aussi à certains services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé,
L'eau et Tout l'électricité. ça, ce sont des éléments qui déterminent la qualité de la vie. Donc les performances économiques doivent avoir une incidence sur le développement humain, sur l'épanouissement de l'homme, sur le bien-être social. Alain Choué, performance économique, gouvernance politique, bien-être social en 2020 et perspective 2021. Comment a été l'année 2020? Autrement dit, sur quelle note les Congolais ont achevé l'année 2020? Bon, il faudrait d'abord faire remarquer que l'année 2020 a été une année très difficile pour tous les pays du monde. Même les économies les plus fortes du monde, notamment l'économie américaine, l'économie chinoise et les économies allemandes, françaises, toutes ces économies ont été secouées par la crise actuelle, la pandémie de la Covid-19. Donc, si ces grands pays ont connu des difficultés sur le plan économique, il est plus qu'évident que la RDC aussi ne pouvait que connaître des difficultés. Mais cependant, les difficultés arrivent, mais on reconnaît la qualité d'un acteur lorsqu'il arrive à résister à un choc. La résilience. Oui, la résilience. Là où j'aurais pu perdre 15 à cause de ma discipline, je ne perds que 3. Là, je suis efficace. Parce que dans les mauvais ou dans le négatif, on peut faire un effort pour ne pas être le plus mauvais des mauvais. Et c'est ce qui fait défaut des fois à certains pays, notamment la RDC. Parce que quand vous regardez les chiffres, vous remarquez que l'activité économique a connu un ralentissement très profond au cours de l'année 2020. Les chiffres sont peut-être en contradiction parce qu'en fin d'année 2020, il y a un condensé de la Banque centrale qui établit sur un taux de croissance de moins 1,7%. Une semaine après ou quelques semaines après, on parle de 0,8%. Mais qu'à ça ne tienne, on venait de 5,8% de croissance en 2018. On est passé à 4,6% en 2019 et on est tombé à soit moins 1 ou 0,8. C'est une contre-performance. L'économie a reculé. Et ça montre donc qu'il y a eu de sérieux problèmes. Les enquêtes qui ont été réalisées par la Fédération des entreprises du Congo établissent également que beaucoup d'entreprises au cours de l'année 2020 ont eu du mal à investir comme voulu. Beaucoup ont eu du mal à opérer certains investissements. Certains ont eu du mal à payer les rémunérations. Et donc, fort de tout cela, on comprend que le secteur privé a connu une perte importante de vitesse. Et ça se montre aussi quand vous regardez l'indice de confiance, le baromètre qui est publié par la Banque centrale. Il était déjà négatif en fin d'année 2019 et en 2020, il s'est fortement détérioré jusqu'à atteindre moins 22 aux alentours du mois d'avril, mai de l'année. Donc c'est pour dire que le contexte économique a été très négatif. Et la conséquence aussi, c'est qu'au niveau des entreprises, il y a eu beaucoup de problèmes en termes de capacité à payer les salaires, les retards de paiement des salaires. Certaines entreprises ont été obligées de passer au service minimum, d'autres ont licencié des gens, d'autres carrément ont supprimé certains avantages sociaux. Le chômage technique a été au rendez-vous. Donc tout ça, c'est pour dire que le choc a été d'une grande incidence sur le niveau de vie de la population. Selon le Bureau international du travail, BIT, si les choses progressent et qu'elles ont commencé à progresser en 2020, d'ici fin 2021, la RDC pourrait connaître une destruction de 30% de ses emplois. Le pire est encore à venir. Oui, jusque-là, il y a encore des inquiétudes qui planent sur le pays. Mais Alain Choué, est-ce parler de la pandémie aujourd'hui, de la Covid-19, ce n'est pas un prétexte parce que bon, effectivement, nous n'avons pas été sérieusement frappés. La façon dont Covid a frappé en Chine, en Italie, aux États-Unis, c'est pas de la même façon bon, en fait, que chez nous. Nous sommes dans une économie... Ça ne devient pas une excuse, ça. Nous sommes dans une économie intégrée. Lorsque certains partenaires extérieurs sont dérangés par la crise, il est plus qu'évident que nous aussi, on sera touchés. La RDC a comme principal partenaire commercial la Chine. Près de 40% des échanges extérieurs de la RDC se font avec la Chine. Quand la Chine est malade, il est plus qu'évident que la RDC sera malade aussi. Certains pays nous viennent en aide à travers des appuis directs et d'autres à travers certains organismes. Mais lorsque ces pays voient... Quand la Chine éternue, nous toussons. Effectivement. Quand certains pays donateurs n'arrivent plus à libérer les fonds parce qu'ils ont du mal à boucler leur budget, il est plus qu'évident aussi que nous qui recevons de l'aide ou des appuis de leur part, on puisse être frappés. Donc ça, c'est un autre élément. Donc ce n'est pas un prétexte, c'est une réalité. Mais juste, il faut faire remarquer qu'au-delà de la Covid, nous avons nos problèmes structurels qui remontent à plusieurs années et qui demandent des solutions sérieuses. Donc aussi longtemps qu'on n'arrive pas à prendre des mesures courageuses pour libérer le potentiel de notre économie, eh ben, on ne peut pas se plaindre. Il faut regarder les problèmes en face et avancer. Il y a des pays africains, comme par exemple la Guinée, Conakry, qui a fini l'année
2020 avec un taux de croissance de 2,8%. Comment l'expliquer? Non, mais ils n'ont pas les mêmes... Elles ont été épargnées par non, la Covid. La Covid a touché toutes les économies du monde, mais il y a quand même certaines réformes qui ont été envisagées. Et je pense que nous devons aussi, nous, reprendre notre élan de réforme. Parce que quand vous regardez, par exemple, notre classement dans, en matière de gouvernance au niveau de Mo Ibrahim, ou encore au niveau de Transparency International en matière de transparence et corruption, mais la RDC a reculé ces dernières années. De 2019 à 2020, on a reculé. De 2018 à 2019, on a reculé également. Donc c'est pour dire qu'il y a besoin de faire des réformes. C'est vrai que le contexte politique était très difficile, dans la mesure où il y a eu un accord entre la plateforme du président de la République, Cap pour le changement, CACH, et le Fonds commun pour le Congo, mais il faudrait qu'on avance. Et je pense que nous devons éviter d'utiliser les prétextes politiques pour bloquer la marche de la nation. Parce qu'au finish, si nous ne sommes pas tous membres d'un parti politique, d'une même famille politique, mais au moins nous avons tous en commun le pays. Et donc nous devons faire des efforts pour que notre action ou nos actions puissent aller dans le sens de promouvoir les intérêts du Congo, des Congolais et le bien-être de notre population. Alex, revenons au contexte politique. Estimez-vous que les contextes politiques actuels, les climats politiques actuels est à même de booster la croissance économique en RDC? Il faut dire que l'accord qui a existé autrefois entre CACH et FCC a été assez critiqué parce que le président de la République a une vision. Puisqu'il a été élu à partir d'un programme qu'il a proposé, il faudrait qu'il le mette en œuvre. Mais à plusieurs reprises, on nous a fait savoir qu'il éprouvait des difficultés parce qu'il n'ayant pas la majorité au niveau du Parlement. C'était une réalité. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Nous avons remarqué des changements profonds au niveau des deux chambres du Parlement. Au niveau de la majorité, il y a des changements. Et bien, nous espérons qu'avec cette nouvelle majorité, le président pourra donc asseoir sa politique. Le président n'a plus d'excuses. Bon, il faut maintenant qu'il y ait un gouvernement fort. Donc, un gouvernement fort, je suis quand même content qu'aujourd'hui, on ait un Premier ministre jeune. C'est très important aussi parce que les jeunes rêvent. Les jeunes sont ambitieux. Une personne, excusez-moi, je n'ai rien contre les vieux, ce sont nos parents, c'est d'eux qu'on apprend. Mais je pense qu'à un certain âge, les gens ne rêvent plus. Or, des pays comme la RDC qui sont en train de se construire ont besoin des personnes qui rêvent. Donc, je pense qu'il serait important d'avoir un sang jeune, nouveau, frais, de nouvelles idées, avec de l'expertise et du sérieux pour aider les pays à avancer. Mais Alex, je vais parler des jeunes. Savez-vous que ces pays ont toujours été dirigés par des jeunes? Joseph Kabila a pris le pouvoir, il avait quel âge? Mobutu, Tshisekedi, tous ces mondes, Kasavubu, Lumumba, n'étaient-ils pas des jeunes? Oui, bon, en fait, il faut noter que dans les années 60, par exemple, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils n'étaient pas préparés. Ça va? Il y avait un problème de préparation. C'est déjà une réalité. Jeunesse sans préparation, cette jeunesse ne vaut rien. Effectivement, c'est ça. Donc, vous me rejoignez parce que moi, j'estime qu'il faut des jeunes qui rêvent, mais qui sont capables. Il ne faut pas se réveiller, non, voilà, prétendre certaines choses. Non, ce serait avoir des ambitions démesurées. Il faut avoir des ambitions conséquentes, c'est-à-dire savoir que non, les défis sont de tel ordre, de telle nature, et il faut les affronter avec telle approche, et pour ce faire, on agit de telle manière, telle manière. Mais si on n'est pas conséquent, il est plus qu'évident qu'on n'aura pas de résultats. Il n'y a pas de magie à faire. 1 plus 1 égale 2. Ne changez pas cette équation-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, les efforts à fournir seraient, au niveau du président, d'abord, de se doter d'un gouvernement. Les climats prometteurs. Oui, mais il faut qu'il y ait un gouvernement fort, capable de prendre en charge plusieurs questions de la République avec beaucoup de courage et abnégation et sacrifice même pour changer le cours des choses. Ce n'est pas impossible, mais il faut qu'il y ait de la volonté et qu'il y ait aussi des gens capables de faire ça. On va parler des perspectives 2021. Vous dites que le climat est de plus en plus favorable à la Par hypothèse. Par hypothèse, c'est une présomption. Une présomption, parce que l'homme politique congolais est très versatile. Mais à un moment, vous l'avez dit, il faudra diversifier l'économie congolaise. Mais on l'a toujours entendu, Alex Choué. Ça devient un refrain. C'est pas du nouveau. Bon, le problème c'est lequel? Aujourd'hui, même un perroquet peut dire qu'il faut diversifier l'économie congolaise. Mais on l'a toujours dit. Mais le problème c'est justement avoir des hommes qui comprennent non seulement l'enjeu de la diversification, mais qui sont aussi capables de proposer des programmes pour diversifier l'économie congolaise. Vous imaginez que nous avons un potentiel énorme de production et dans les secteurs pour lesquels vous pouvez imaginer. Mais on n'arrive pas à décoller parce que tout simplement, on n'a pas des personnes qui comprennent ces enjeux et qui peuvent
arriver à mettre en place des actions conséquentes par rapport à ça. Mais vous imaginez, par exemple, 53% des sources d'eau douce d'Afrique se trouvent en RDC. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'avec ça, c'est une ressource qu'on peut utiliser pour devenir un pays important en Afrique? 80 millions de terres arables. Voilà, les forêts, la RDC. Et j'ai même suivi à la télévision, il y a certains chercheurs de l'Occident qui viennent chercher certains types de serpents en RDC pour utiliser leur venin et fabriquer des produits contre des maladies comme le cancer et d'autres, même certains poisons. Vous imaginez un peu ça. Mais qu'est-ce que nous faisons ça, nous, les Congolais? Il y a un problème. Il y a un problème. L'énergie. Je le disais encore hier quand j'enseignais à l'université. J'étais en Bandaka. Il a plu abondamment. 5 minutes après la pluie, le sol était sec. Mais une personne qui voit ça, qui comprendra qu'il y a une forte intensité d'énergie solaire. Mais qu'est-ce que nous faisons pour capter cette intensité d'énergie et utiliser ça pour le développement du pays? Le pays est extrêmement riche, mais il faut qu'il y ait des hommes capables de comprendre les enjeux du développement et capables de proposer et d'agir. Proposer des programmes, prendre des mesures courageuses et avancer. Il faut une rupture. Et c'est ça le grand devoir du président actuel, c'est vraiment faire la rupture. Il lui faut faire la rupture, il doit chercher. Mais quand on dit diversifier, c'est la fameuse phrase, la revanche du sol sur les sous-sols. Non, en fait, nous avons plusieurs éléments. Même l'industrie minière que nous avons, elle n'est pas suffisamment développée. On extrait la matière et on la vend à l'état brut. Mais si on arrivait à créer localement de la valeur ajoutée, notre industrie minière ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Avant de parler agriculture, améliorons d'abord les secteurs on peut au même moment miniers. relancer l'agriculture parce que le potentiel est là et améliorer ce que nous avons dans le mining. On gagnerait parce que diversifier, ce n'est pas que prendre l'agriculture et donner la première place. Faire que l'agriculture soit capable de nourrir décemment le Congolais. L'autosuffisance alimentaire. La sécurité alimentaire, je dirais. Prendre l'industrie minière et la rendre plus pertinente en termes de création de valeur ajoutée. Développer la manufacture et d'autres segments d'activité, même les services. Nous avons un grand potentiel, mais qui n'est pas mis en valeur parce que tout simplement, les mesures ne sont pas prises. J'ai été en province discuter avec certains chefs d'entreprise, mais j'ai remarqué que nombreux sont butés à plusieurs difficultés en termes de taxes, de tracasseries, exigences sur le plan administratif. Mais pourquoi on ne prend pas le courage de casser ces éléments pour aider les entreprises à avoir un climat assaini et attendre d'eux des performances? Ça, c'est ce qui manque. L'État a un rôle à jouer. Il y a des infrastructures qui posent problème. Il faudrait que l'État puisse intervenir. Mais comment le fera-t-il s'il n'a pas les moyens? L'année 2020 ici s'est achevée avec une pression fiscale de moins de 7%. Alors que la moyenne de l'Afrique subsaharienne est de 18%. Vous imaginez un peu cet écart? Donc nous avons une faible capacité à collecter les recettes publiques internes. Pourquoi? Autrefois on a fait des performances, pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas? Je me pose une question, si les mécanismes qui ont été mis en place à l'époque continuent à fonctionner. Parce que j'appelle, il y avait des réunions avec les régies financières pour assurer le suivi. Est-ce que ça se fait? Est-ce que les réunions de la troïka politique se font? Ce sont des questions que je me pose. Parce que ce sont des réunions importantes. Il faut avoir un cadre de pilotage de l'action gouvernementale. Si le cadre n'est pas, n'attendez pas de la magie. On doit s'attendre aux résultats en fonction des idées développées, des actions menées. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut rien espérer. Il n'y a pas de magie. Alex Choué, quel est ce secteur, entre guillemets, miracle? Ces secteurs clés où si on y met un peu d'intelligence, le miracle congolais va se réaliser. La gouvernance. C'est la gouvernance. La gouvernance. Rien à voir avec l'agriculture. Non, l'agriculture, des fois, ne tourne pas parce que les lois, où il y a un article de la loi qui pose problème. Parce qu'il y a certains investissements qui ne se sont pas réalisés. Donc la phrase clé, c'est faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Dans le cas de la RDC, il faut d'abord améliorer le contexte institutionnel du pays, le contexte politique, et ensuite la sécurité, et le reste va suivre. Parce qu'il suffit d'avoir un environnement paisible, des choix politiques conséquents et responsables, un gouvernement qui pose les actes qu'il faut, et on va créer ou mettre en place un système d'incitation qui va amener les entreprises à venir investir dans le pays. Je venais encore de parler avec un ami avant d'arriver ici qui me parlait des capitaux chinois qui cherchent à être logés ou localisés en Afrique. Mais la RDC est une terre favorable. Mais pourquoi les capitaux n'arrivent pas? Parce que les éléments du contexte posent problème. Alors si on arrive à créer ce cadre favorable, ça ira comme par magie. Donc le secteur clé, c'est la gouvernance, la composition, la taille
la composition du gouvernement, les animateurs, la qualité des politiques et la détermination avec laquelle nous faisons des réformes pour avancer. Que le président n'ait pas peur qu'il avance, parce qu'on ne peut pas avoir des omelettes sans avoir cassé des œufs. Un environnement serein qui rassure, mais hélas, l'Est de la République démocratique du Congo ne rassure pas toujours. Il est possible de trouver une solution. Moi, il y a des sérieux problèmes sur le plan Bob sécuritaire. Marley, le musicien Bob Marley a dit, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si c'est un Chaque problème, il y a une il y a une solution. solution. Donc, il est possible de trouver une réponse à ce problème sécuritaire à l'est de la RDC. Et il y a une formule même qu'on peut utiliser à travers l'armée, à travers le génie militaire. On peut trouver une réponse. J'ai une idée, mais je la garde pour moi. Excusez-moi de la garder, mais il y a certaines réflexions que je mène, mais je pense qu'il y a une idée. On peut utiliser le génie militaire. Ne soyez pas avare, nous parlons Congo. Oui, mais j'ai donné déjà une piste. Pardon? C'est déjà la piste que j'ai donnée. Parce qu'il y a une bande de terre qui pose problème dans la partie est du pays. Il faut l'investir. Avec des hommes qui pourraient défendre l'intérêt du pays. Avec un système d'incitation, on peut régler ce problème-là. Je suis convaincu de ça. Il faut essayer. Avec Choué, c'est vrai que la gouvernance, vous avez insisté sur ça. Nous avons déjà un Premier ministre, Sama Lukonde, Kenge. Au-delà du fait qu'il est jeune, quel pronostic, ou pour utiliser un terme terre à terre, quelle chance allez-vous donner à son gouvernement? Bon, la situation est très difficile parce que le pays est confronté à plusieurs défis au niveau interne d'abord. Et quand vous y ajoutez la pandémie de la Covid-19, la situation est très préoccupante. Mais comme je l'ai dit, à chaque problème, il y a une réponse. L'homme se mesure au défi. Et je pense que, oui. Donc, avec une équipe bien formée, avec des personnes consciencieuses qui sont tous animés d'un même désir ou d'une même volonté, celle de voir la RDC reprendre et aller d'avant. Je pense qu'il peut le lancer, dans les 2 ans qui viennent ici, lancer la machine. C'est vrai que les défis sont énormes et les problèmes sont si profonds qu'on ne peut pas en 2 ans prétendre développer la RDC. Et quels sont ces défis-là? Quelles sont ces priorités? Non, il y a des défis, mais sur le plan économique, lorsque l'économie, la RDC, ne génère pas suffisamment de revenus, ou un Congolais en moyenne gagne l'an 490 $ américains, c'est ridicule. Ça, c'est un défi. Il faudrait que l'économie puisse créer davantage de richesses et que l'on puisse accroître notre PIB et ainsi que notre PIB par tête d'habitant. Nous avons parlé de l'atteinte du statut de pays à revenu intermédiaire. Mais il faudrait donc avoir un PIB par tête d'habitant de plus de 1500 $ américains. Mais il y a des pays africains qui ont ça, qui n'ont peut-être pas le même potentiel que nous. Donc on peut y arriver. Mais il faut que l'on comprenne ça, que l'on mette en place des mécanismes pour inciter l'investissement, créer davantage de richesses dans tous les secteurs de l'économie et les rendre résilients par rapport aux chocs exogènes et voir comment assurer aussi une bonne répartition des revenus. C'est à ce prix que l'on pourra relancer le pays. Et si le niveau de revenus augmente, il va se créer une sorte de cercle vertueux de progrès parce que quand les gens ont assez de revenus, ils devraient consommer plus. Et cette consommation servira donc de matelas ou de support à la croissance future. Et donc il y aura une sorte de spirale qui va aller vers le haut, qui aidera le pays à avancer. Mais tout cela demande des politiques conséquentes. Il faut qu'il y ait une politique financière ou budgétaire conséquente du gouvernement. Mais lorsque vous avez, par exemple, comme en 2020 ici, 97% des dépenses publiques orientées vers les dépenses courantes et 3% vers l'investissement, comment pouvez-vous booster ou relancer l'économie? C'est difficile. Les institutions budgétivores. Il faut prendre le courage d'affronter ça. Et je demanderai au président de prendre comme maître mot avec le Premier ministre pour le prochain gouvernement ici, l'option de conjuguer le verbe se sacrifier pour le pays. Que l'on puisse limiter les avantages à accorder aux membres du gouvernement, aux responsables des institutions. Il y a d'autres institutions qui doivent disparaître. Je crois qu'il y avait une structure qui a été mise en place pour le suivi de la transition. Les Sénats. Sensa. Ça doit disparaître. Bon, dans certains pays africains, le Sénat n'est plus au Sénégal. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers cette formule? Ce sont des questions. C'est vrai que ce sont des options politiques qui doivent se discuter, mais par rapport aux moyens dont dispose le pays et aux besoins à satisfaire en termes d'investissement public, est-ce qu'il serait réfléchi pour nous de supprimer une chambre? Ce sont des questions qui demandent d'être posées, parce qu'il faut regarder les problèmes en face.
Si nous ne le faisons pas, nous n'aidons pas le pays. Supprimer les gouvernements provinciaux, par exemple. Non, les gouvernements provinciaux doivent exister parce que nous sommes dans un processus de Les décentralisation. assemblées provinciales. Il faut que ça existe, il faut qu'il y ait un contrepoids. Mais bien sûr, il faudrait essayer d'amener ces institutions à bien fonctionner. Parce qu'on ne peut pas laisser aux gouverneurs le soin de gérer les provinces comme bon leur semble. Ils risquent de se transformer en roi et avoir une gestion calamiteuse et ça va déranger le pays. Parce que la RDC n'existe pas que par Kinshasa, par les provinces. Donc il faut que l'on puisse mettre en place un dispositif qui permettrait à toutes les institutions nécessaires de fonctionner correctement et apporter les résultats attendus à la population. Alex Choué, perspective 2021, parce que vous avez parlé de la Covid. Mais là, la Covid est toujours là. Pour preuve, nous sommes en plein régime des restrictions des libertés publiques, entre autres les couvre-feux. Alex Choué, comment s'annonce 2021 pour la République démocratique du Congo? Oui, les mesures qui sont prises pour faire face à la pandémie sont très drastiques et beaucoup de conséquences en découlent sur le plan économique tout comme sur le plan social. Imaginez un peu aujourd'hui, les gens quittent leur domicile à 6 h du matin pour aller au travail. Mais malgré ça, ils se heurtent à des embouteillages de diverses natures. Ils arrivent en retard au travail. Avec le couvre-feu, on doit quitter tôt. En tant qu'économiste, arrivez-vous à expliquer ces embouteillages? Non, mais d'abord... C'est dû à quoi? Non, avant d'en arriver là, du fait que les gens arrivent en retard au travail, travaillent sous pression et quittent les bureaux à temps, ça joue négativement sur la productivité. Et donc, l'économie devient moins productive, le rendement... Ils arrivent en retard et quittent tôt. Oui, et le rendement est en baisse, et donc l'économie ne tourne pas correctement. Ça, c'est une évidence. Alors, pour ce qui est, par exemple, des embouteillages, il y a un problème d'infrastructure. Il y a aussi un problème de discipline des hommes. Nous devons arrêter ça. On peut avoir une plaque de la présidence, une plaque de la primature, une plaque du ministère des Finances, ou desquelles nous devons respecter... Plaque de l'armée. Nous devons respecter les bandes. Mais quand nous qui sommes, entre hypothèses, censés faire respecter la loi, nous violons les principes, qu'est-ce que nous donnons comme message aux autres? C'est le problème. Et ce sont des choses que le président de la République doit taper sur la table. Même les ministres doivent respecter, s'ils sont dans l'embouteillage, ils sont dans l'embouteillage. Qu'ils prennent le temps de quitter leur maison à temps, comme tout le monde, suivre la file. Ils n'ont qu'à prendre des hélicoptères, par exemple. Bon, s'il n'y a pas d'hélicoptère, vous faites comme tout le monde. Attendez, la patience, c'est une vertu. Vous êtes dans un embouteillage, comme tout le monde, attendez, ne demandez pas autre chose. C'est très important. En Europe, essayez de dépasser quelqu'un dans une file d'attente. Vous allez voir comment on va vous ramasser, quelle que soit votre position. Est-ce que le président français peut se permettre de prendre une bande contraire? Ou même le président américain? Mais le soir à 20 h à l'information, on va le critiquer. Alors pourquoi chez nous ici, le président et le premier ministre ne le font pas, mais les personnes moins gradées le font? Nous devons faire un effort. Il faut arrêter ça. C'est très important. Embouteillage pour tout le monde. Ok. C'est la discipline. Je pense qu'il faut qu'on change. Perspective 2021. Oui, donc les choses ne sont pas roses pour 2021, mais comme je dis, il est toujours possible de trouver une réponse à tous les problèmes. C'est pour dire que si on y met de la volonté, du cœur, du sérieux et de la stratégie, on peut répondre à certains problèmes. Là, le président a la majorité au Parlement, c'est une chose. Il lui faut maintenant mettre en place son gouvernement avec des acteurs conséquents pour donner des résultats. Et si les mécanismes de pilotage de l'économie sont bons, s'il y a un suivi et des évaluations régulières avec une certaine méthode de travail au niveau du gouvernement, on aura quelques résultats. On peut améliorer le cours des choses. Donc ce n'est pas sorcier, malgré la Covid. Parce que, comme j'ai fait remarquer, certains pays ont pu finir l'année 2020 avec des taux de croissance positifs et d'autres même ont eu des pressions fiscales de plus de 10%. Nous, on est à moins de 10%. Mais comment ça? Parce qu'il y a un relâchement des efforts en matière de collecte des recettes publiques. Au niveau des exonérations, on a parlé d'un audit. Ça n'a jamais été fait. L'ancien DG de la DGDA, Feu Ruguiza, avait mené une réflexion profonde. Père son âme. Il avait mené une réflexion profonde sur le manque à gagner que l'on rencontre au niveau de la douane à cause justement des exonérations qui sont mal accordées. Donc il est possible de faire quelque chose. Même au niveau des provinces, il est possible de mieux capter les recettes provinciales. Mais ça demande une certaine pédagogie. Donc des réformes, une attitude positive et responsable, un suivi, une évaluation régulière et des mesures, des sanctions. Il faut. Sanctions. Il faut. Même moi qui suis en train de parler, si je ne suis pas sur le droit chemin, il faut me rappeler à l'ordre. Aucun homme n'est parfait. Et on doit se surveiller mutuellement pour faire avancer l'appareil de l'État et le pays.
Impunité zéro. Vous dites ça, vous estimez que jusqu'à présent, la justice congolaise semble avoir du plomb dans l'aile. Elle n'agit pas comme elle se doit, où il y a déjà des avancées significatives. Bon, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais quand vous regardez le rapport de Transparency International en matière de gouvernance, on a perdu 2 places cette année-ci. Et avant, on avait perdu 6 à 7 places. Imaginez un peu ce que ça suppose. Donc il y a un recul au niveau des indicateurs. Pourquoi? Parce que les réformes n'ont pas été mises en place comme il se doit. Et il faut que la justice soit au service de tous et qu'il n'y ait pas de visage, qu'on attaque les problèmes à leurs racines pour y apporter des réponses. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera une sorte de mascarade, alors que le pays n'a pas besoin de mascarade. On a besoin d'une action qui aiderait le pays. Donc je pense que c'est bien que le président ait dit qu'il faut avoir un état de droit, c'est une chose, mais il faut vraiment investir toute la machine de la justice pour que cela soit effectif. Il faudrait que les gens ne prennent pas le plaisir de chercher à avoir des mandats publics pour le plaisir d'avoir des fonctions. Mais je m'engage à être ministre parce que j'ai une feuille de route à... Avec un contrat de performance. Oui, voilà. Et quand je ne suis pas performant, on me le dit, on me le signifie. Et s'il faut remplacer, que le président n'attende pas 2-3 ministres qui ne marchent pas, il les fait partir, il les remplace parce qu'il a l'obligation des résultats. Dans 2 ans ici, il doit faire un bilan. Et il faut noter que le président actuel a une image politique différente des autres. Parce que le nom qu'il porte est tellement grand. Le nom de son père. Nous qui connaissons l'histoire de ce pays, nous savons... C'est Tshisekedi. Voilà, le nom de Tshisekedi est grand. Peut-être que des fois, on n'est pas prophète chez soi. Mais Etienne Tshisekedi est à mettre au même rang que Nelson Mandela. Par rapport à sa lutte politique. Ça peut scandaliser certains. Hein? Non, mais c'est la vérité. Mais mon frère, nous sommes Congolais et nous connaissons la force de Mobutu. Et le combat que Tshisekedi a mené face à Mobutu, ce n'est pas n'importe qui peut le mener. Disons-le. Il faut être honnête. Le problème, c'est que le Congolais, là où c'est noir, on ne veut pas dire que c'est noir. Là où c'est blanc, on ne veut pas le dire. Mais c'est ça le problème. Etienne Tshisekedi a mené un grand combat. Mais malheureusement, il n'a pas eu la chance de devenir président. C'est son fils qui est devenu président. Alors, il a l'obligation de résultats par rapport à ce nom qu'il porte. C'est pour ça que je dis qu'il doit se battre pour avoir un gouvernement qui lui donnera satisfaction. Et si il y a des hommes qui, à mi-chemin, ne font pas ce qu'il attend d'eux, qu'ils n'attendent pas que les politiques se retrouvent. Parce que c'est lui qui va rendre compte. C'est facile, l'histoire politique nous enseigne. Chez nous, ici, facilement, quand vous avez le pouvoir, les gens applaudissent, ils font la cour. Mais quand vous perdez votre pouvoir, ils changent. J'ai suivi le professeur Njoli. Il a dit, il y a 2 jours, vous étiez un ténor de tel système et en 48 heures, vous devenez le ténor d'un nouveau système. Mais qui êtes-vous? C'est pour dire que les gens avancent sans idéal, sans idéologie. Sans tambour ni trompette. Et c'est justement ce qui fragilise. Il faut qu'il y ait des hommes qui croient. Parce que c'est dans ce que l'on croit qu'on met de l'énergie et de la force pour avancer. Mais quand il n'y a pas de la croyance, mais c'est quoi? Ce n'est que spectacle, ce n'est que recherche du pain quotidien. Alors c'est pas ça. Mais Alex, tu es déjà, la pression commence à monter déjà par rapport aux élections qui doivent coûte que coûte se tenir en 2023. Y a-t-il des indices à craindre par rapport au glissement? Bon, à un moment, vous parlez de la Covid. Non, la Covid, c'est une réalité, mais il y a des pays qui ont... Il y en a qui évoquent déjà les recensements. On ne peut pas aller aux élections sans recensement. Nous avons fait des élections la fois passée, il n'y a pas de recensement, et avant aussi, donc je ne pense pas que ce soit... Doit-on continuer de la sorte? Non, mais faut un moment s'arrêter et réfléchir. Oui, mais le processus de recensement a été lancé depuis quand? Et pourquoi ça n'avance pas? Les bailleurs ont mis de l'argent pour accompagner le pays. Et certains se sont lassés, ont même retiré leurs fonds. Pourquoi? Parce que l'UDPS avait dit non au recensement et non, bon, à certains projets, il y a eu... pousser la population dans la rue. Non, il y a des problèmes de gouvernance aussi. Les bailleurs, lorsqu'ils vous donnent de l'argent pour exécuter des projets, il y a certaines règles qu'il faut observer. Lorsque les règles ne sont pas observées, mais soyez rassurés qu'ils vont retirer leurs capitaux. C'est ce qui a été fait. Mais on peut le faire. On a 2 ans devant nous. Et si s'il faut le faire, c'est aujourd'hui. Mais oui, justement. Il ne faut pas attendre la veille des élections. Voilà. Et donc, on peut le faire. Donc, il n'y a pas de prétexte à faire par voilà, en termes de recensement. On peut faire le recensement aujourd'hui. C'est question de s'organiser. Il y a des structures qui sont en place, qui font ce travail-là. Ben, on leur donne les moyens, on les surveille, qu'ils fassent le travail et qu'on donne les résultats avant les élections. Et on fait les élections avec la population recensée. Il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est un engagement. Le président l'avait dit lui-même.
À moins qu'ils disent le contraire, mais moi je n'ai pas entendu le président dire le contraire. Il a dit qu'il va respecter la Constitution de la République. C'est ce qu'il a dit. Et donc, il faut prendre les gens au mot. Eh bien, nous respectons sa parole. Alex Choué, une question tout à fait personnelle. Vous êtes jeune. Soutenez-vous le gouvernement Samalou Kondé? Et on vient au début de l'émission, on a vu votre portrait. Un parcours assez éloquent. Êtes-vous prêt à travailler avec Sama? Il est Premier ministre de la RDC, Premier ministre des Congolais. Et je suis Congolais, donc c'est mon Premier ministre. Donc je pense qu'il est de mon devoir d'aider mon pays à avancer. Et s'il faut que je puisse apporter ma connaissance ou mes connaissances au gouvernement de la République, je le ferai volontiers. Parce que je dois beaucoup à ce pays. Et comme je le dis souvent, j'ai étudié dans ce pays. J'ai été dans plusieurs cabinets ministériels à la primature. J'ai voyagé dans le monde avec l'argent de la RDC. En 2016, le pays m'a envoyé pendant pratiquement un mois en Chine pour étudier le modèle de développement de la Chine. J'ai été autrefois à Singapour, en Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, pour étudier le système fiscal. Vous avez fait le tour du monde. Hein? Oui, gloire soit rendue à Dieu. Le système fiscal, la gouvernance des finances publiques, j'ai étudié ces choses-là sur le terrain. Et les expériences des pays du monde, je les ai vécues parce que le gouvernement congolais m'a fait confiance, m'a donné de l'argent pour aller étudier ces choses-là. Donc, on peut dire que j'ai l'obligation de retourner au pays l'investissement qui a été fait dans ma personne. Et donc, si... un devoir de redevabilité. Je suis redevable devant ce pays et ce peuple. Donc, je le ferai volontiers. C'est mon pays, je n'ai pas de pays. Et je n'ai pas aussi une nationalité. Du reste, la loi interdit ça. Vous êtes prêt, vous vous tenez comme une réserve de la République? Toujours service à la nation. Si aujourd'hui, il m'est demandé d'intervenir à un niveau donné, pour donner ce que je peux donner, je le ferai. Et je le ferai avec abnégation. Et ce que je suis en train de prêcher ou annoncer, je le ferai avec beaucoup d'énergie et abnégation. Et j'aime les résultats. Comme vous le faites à l'université. Voilà, j'aime réussir. Et je crois qu'à l'université, ça fait quand même beaucoup d'années que j'enseigne. Tous mes étudiants, même ceux qui échouent dans mes cours, sont conscients que ce que je donne comme résultat est quelque chose de bénéfique et de positif. Donc j'en suis fier et je resterai fidèle à mes convictions et je travaillerai avec des ambitions. Alex Choué, en tout cas, nous atterrissons. Merci. Et on ne peut pas se séparer comme ça. Je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Non, en fait, c'est notre pays. Il y a plusieurs défis à relever, mais ce n'est pas impossible de relever les défis. Donc il faudrait qu'on prenne conscience, nous Congolais, décideurs, acteurs politiques, citoyens, tous, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce pays. Il faudrait qu'on puisse travailler main dans la main pour aider le pays à aller de l'avant. Mais comment on le fera si on n'est pas consciencieux? Que l'on prenne conscience de nos défis, des problèmes auxquels le pays est confronté pour avancer. Que l'on soit un peu plus sérieux dans ce que nous faisons pour aider le pays à avancer. C'est ce qu'il faut faire. Et donc je nous invite tous à la réflexion, à la discipline pour aider le pays à avancer. Qui que nous soyons, faisons tous des efforts pour changer et aider le pays à avancer. Ce n'est pas impossible. Si certains pays africains arrivent à avancer, on cite aujourd'hui le Botswana comme modèle, le Ghana, pourquoi pas nous? Ce sont des Africains comme nous. Et certains pays n'ont peut-être pas ce que nous avons comme ressources naturelles, donc nous devons nous battre. Mettons-nous au service du pays. C'est ce que je demande à tous les Congolais. Voici peut-être mon mot de la fin. Et pour le reste, je crois en Dieu. Et je sais que Dieu aime ce pays, donc je pense qu'avec l'appui de Dieu, mais dans le travail et dans le sérieux, on peut changer le cours des choses et bâtir un grand Congo. Et ce que moi j'aime appeler la nouvelle République démocratique du Congo, la NRDC. Alex Choué, nous allons vous chercher très bientôt. Attendons voir comment évoluent les performances économiques en République démocratique du Congo. Nous ne sommes qu'au début de l'année et à tout moment on aura besoin de vous pour des questions purement économiques. Je suis dispo. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci On vous libère. Merci beaucoup. Performance économique, bien-être social, gouvernance politique. Messieurs et dames, vous avez compris que ce sont des concepts qui ont des liens inéluctables. Notre invité a été suffisamment clair pour les performances ou les perspectives
de l'année 2021. L'espoir est donc permis. Au plaisir de vous revoir très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.